Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette année charnière pour les femmes. Weinstein, balance ton port, harcèlement sexuel, égalité salariale. On n'a jamais autant mis en avant les femmes, leurs souffrances, les agressions dont elles sont l'objet. L'égalité femmes-hommes a même été proclamée grande cause nationale du quinquennat, à tel point qu'on peut se demander si le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, a encore un sens aujourd'hui en France. Sommes-nous à un tournant? Le mouvement est-il durablement installé? Quel a été le rôle de Marlène Schiappa? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir Jean Birnbaum à Jean-Marie Roire. Nous reviendrons notamment sur cette polémique qui frappe un ouvrage destiné aux jeunes adolescentes. Ça s'appelle « On a chopé la puberté » et le livre a été jugé sexiste. L'illustratrice a décidé de ne plus dessiner ses héroïnes, regrettant, je cite, une polémique aux proportions sidérantes. La littérature jeunesse véhicule-t-elle des stéréotypes condamnables? A-t-elle une responsabilité morale ou est-ce que ça va trop loin? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Claude Blanche-Maison, l'ancien ambassadeur de France en Russie, publie « Vivre avec Poutine ». On est à 10 jours de l'élection présidentielle en Russie. Le scrutin passe un peu inaperçu et pour cause, son issue est connue. Vladimir Poutine va repartir sur un mandat de 6 ans. Après déjà 19 ans au pouvoir, l'auteur nous dira comment le chef du Kremlin procède pour neutraliser ses ennemis. Mais d'abord, cette journée internationale des droits des femmes qui prend une dimension un petit peu particulière cette année. Ce 8 mars intervient après des mois de débats, de polémiques et de projets de loi autour du sort des femmes. Les avancées sont-elles durables? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Julie Hulin. C'était il y a 5 mois. L'affaire Weinstein éclate dans le New York Times. Le producteur hollywoodien est accusé par plusieurs femmes d'harcèlement sexuel et de viol. Elles sont une dizaine. Elles seront bientôt plus de 70. Un ouragan est enclenché. Le scandale devient très vite mondial. Le 15 octobre en France, la journaliste Sandra Muller lance sur Twitter le hashtag Balance ton port pour encourager les femmes à dénoncer des actes de harcèlement sexuel. Le mot-clé devient viral. Les digues sautent, la parole se libère sur les réseaux sociaux du monde entier. Aux États-Unis, c'est l'hécatombe, connue du grand public ou pas. Des dizaines de têtes tombent, les unes après les autres. En France, plusieurs manifestations dénoncent le harcèlement. Pendant que les féministes se divisent, Emmanuel Macron déclare l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. En 5 mois, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel a augmenté de 31,5%, dont de nombreuses à l'encontre de personnalités publiques. Mis à part l'islamologue Tariq Ramadan, aucune n'a été contrainte à la démission ni inquiétée par la justice. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Céline Boulay-Espéronnier, bonsoir. Vous êtes sénatrice LR de Paris, membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Fatima Benomar, co-porte-parole des Effrontés, Maxime Ruzniewski, porte-parole de la Fondation des femmes et Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Merci à tous les 4 d'être ici. Est-ce que vous diriez que les mois qui viennent de s'écouler sont une vraie période charnière pour les femmes, que leur parole s'est libérée plus que jamais? Fatima Benomar, je vous vois faire oui de la tête. Oui. Bon, c'est vrai que ce qui est intéressant ces dernières années, c'est qu'effectivement, la question des droits des femmes n'est plus circoncise, on va dire, au 8 mars. Et ça fait quelques mois qu'on est au centre des débats et que finalement, on est sollicité à commenter l'actualité avec le prisme de l'égalité femmes-hommes, au-delà des 2 fameuses dates auxquelles tiennent les féministes, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ça, pour moi, c'est un véritable acquis, d'autant que parfois le traitement médiatique du 8 mars, mais ça change aussi un petit peu. Léger. Plutôt, voilà, la journée de la femme. Stéréotypé. Voilà, on a encore vu aujourd'hui pas mal de marques qui en ont profité pour nous vendre tout et n'importe quoi. Mais ça fait même quelques années quand même. Moi, ce qui m'avait par exemple super interpellée, c'était que par exemple pendant les marches des femmes, vous savez, contre Trump, c'est peut-être la première fois de l'histoire que le féminisme incarnait une universalité, parce que c'était les marches des femmes pour les droits des femmes, et derrière elles sont venus les mouvements antiracistes contre l'islam ban, derrière elles sont venus les mouvements écologistes, et la marche des femmes finalement incarnait un mouvement global, progressiste, pour les droits de toutes et tous finalement. Et je pense que même si là on subit des backlash, on subit des contre-tribunes pas contentes, revanchardes et tout. Globalement, je pense qu'on avance et qu'on devient un peu plus central dans la question de société. Le féminisme, peut-être un peu comme l'écologie, est en train d'être considéré comme une grande thématique fondamentale.
fondamental et incontournable et pas un truc cosmétique. Seulement cantonné aux associations féministes. Ouais. Céline Boulay-Espéronnier, vous êtes d'accord? Ça a été une année charnière. Qu'est-ce qui a pu être le détonateur? On parle de l'affaire Weinstein, de Balance ton porc. Est-ce que c'est plus profond que ça? Le détonateur, oui, c'est d'actualité. Tout ce qui peut contribuer à ouvrir le débat, à libérer la parole des femmes, moi j'applaudis, je dis que c'est très bien. Évidemment, l'actualité a été mise en lumière par les réseaux sociaux également. Il y a eu toute cette série de Balance ton porc. Alors moi, je suis pas forcément, je trouve ça un peu extrémiste. J'ai beaucoup de mal avec cette expression-là. Mais derrière, c'est exprimer une vraie souffrance de certaines femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent vraiment. Et par conséquent, toutes ces discussions ont été, à mon sens, très utiles. Et en tout cas, saine, parce que souvent les femmes ont du mal à s'exprimer, surtout quand elles sont en souffrance d'ailleurs. Elles intériorisent et... C'est une vraie question. Raphaël Rémy-Leleu, vous êtes d'accord? Les femmes ont du mal à s'exprimer ou c'est l'écoute qui a changé? Est-ce que finalement les femmes ne s'étaient pas toujours exprimées, mais juste aujourd'hui on les écoute plus qu'avant? Un peu des deux, c'est exactement ce qu'on explique à Oser le féminisme. Nous, on a essayé de ne pas employer outre mesure l'expression « la parole s'est libérée », parce que les femmes ont toujours parlé, y compris auprès des associations, y compris entre elles, y compris même dans certains livres en fait. Aujourd'hui, on redécouvre des livres qui ont été écrits il y a des années, comme le livre de Sandrine Rousseau sur le sexisme en politique, qu'on avait préfacé, et en fait, on sentait déjà poindre tout ce qu'on a pu enfin dire, et pour lequel on a pu être écouté lors de ces derniers mois. Donc il y a ce premier mouvement, et surtout, c'est vraiment maintenant... on veut du concret. Cette mobilisation qui a eu lieu, elle appelle un changement. Maintenant que la parole... Vous voulez que l'essai soit transformé, ça se concrétise. Exactement. Maintenant, il faut des résultats. Aujourd'hui, on peut dire que les politiques publiques, notamment de droits des femmes, sont les seules politiques publiques pour lesquelles on n'a ni méthode, ni moyens, ni mesure de l'efficacité. On va y venir justement. Aujourd'hui, ça doit changer. Maxime Ruzniewski, est-ce que globalement, vous diriez qu'il y aura un avant et un après, année 2017-2018 ? Oui, certainement. Je suis d'accord avec Raphaël. La parole a toujours été libérée. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un renforcement et cette parole se libère encore plus. Ça, c'est indéniable. Plus de 30%, je crois que le sujet l'a dit, dans les gendarmeries, mais aussi plus de 20% dans les centres de police. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'associations ne peuvent plus répondre à l'ensemble des demandes. La VFT, qui est une des associations que nous soutenons à la Fondation des femmes, puisque la Fondation des femmes que je représente vient en aide à l'ensemble des associations qui se battent pour l'égalité entre les sexes et contre les violences faites aux femmes. Cette association, le 31 janvier dernier, elle a dit « Nous, on ne peut plus répondre au téléphone. On ne peut plus, on ne sait plus faire. » Donc, on a lancé une grande campagne. Maintenant, on agit. On invite tout le monde, toutes et tous, à se mobiliser. Et nous, ce qu'on dit à la Fondation des femmes, c'est que certes, ce soir, on est le 8 mars, mais le 8 mars, c'est toute l'année. Et donc, il y a un geste très simple, c'est si chaque Française, chaque Français a envie d'agir concrètement pour les droits des femmes, pour l'égalité, il ou elle peut faire un don de 8 € chaque 8 du mois. Ça revient à peu près à un café après déduction fiscale. Vous allez me dire, c'est anecdotique, pas du tout, parce que si on se mobilise toutes et tous, on aura beaucoup plus de moyens. Et d'ailleurs, je rejoins totalement ce qui a été dit, les moyens ne sont pas encore suffisants. Je crois qu'on va en parler après. On va y venir absolument. Mais on a besoin aussi de la mobilisation des Françaises et des Français, parce qu'on donne peu, on parle beaucoup de cette cause dans les médias, mais finalement, les Français donnent peu. Fatima Benoma. Je voulais juste réagir à deux choses. D'abord, je vous incite évidemment à donner à la Fondation des femmes qui fait un travail formidable auprès des associations. Je voudrais quand même souligner que c'est la conséquence d'un désengagement quand même de l'État. Si la VFT a fermé, c'est parce que ça fait 13 ans qu'elle n'a pas eu un centime de plus en termes de subventions. Or, depuis, il y a eu l'affaire Beaupin, il y a eu l'affaire MeToo et tout. Ça veut dire que évidemment que leur plateforme téléphonique allait exploser et on n'a pas accompagné cela. Donc merci à la Fondation des femmes d'être là, mais normalement, ça devrait être aussi aux puissances publiques à donner de l'argent. Et juste par rapport à ce que vous avez dit sur extrémistes ou je sais pas quoi, hashtag balance ton porc, finalement, cette expression est venue mettre en lumière des années et des décennies de silenciation des violences faites aux femmes. À chaque fois, on a entendu, vous savez, Beaupin, on a entendu, tout le monde savait dans le parti, ça fait un moment, Weinstein, ça fait 40 ans qu'on sait qu'il fait ça. Et en fait, c'est cette omerta qui a abouti à un moment à ce qu'il a fallu effectivement faire un coup de pied dans la porte et balancer ces porcs parce que ces porcs étaient protégés par l'omerta et par le silence. Alors, on verra dans quelques instants peut-être les bémols à apporter à cette année qui a été effectivement une année charnière. En tout cas, on voit bien qu'il y a encore du travail. La sénatrice Anne-Marie Bertrand vient d'apporter son soutien à une pétition lancée pour soutenir les femmes exerçant des professions libérales dans le paramédical.
paramédicales, elles n'ont pas de congé maternité. Les femmes médecins viennent d'obtenir une aide financière, mais pas les autres. La question de l'égalité salariale était par ailleurs le sujet mis en avant aujourd'hui par le gouvernement. Édouard Philippe a tenu un discours tout à l'heure. Voilà entre autres ce qu'il a pu annoncer. Les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts injustifiés de salaire hommes-femmes seront sanctionnées à partir de 2022 avec une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Vous disiez tous tout à l'heure, on a envie que ça avance, que ça se concrétise. Est-ce que oui ou non vous sentez que ça se concrétise ou est-ce qu'on est encore dans le symbole, est-ce qu'on est encore dans l'anecdote? Alors, oui, pardon, on en parlait aux questions au gouvernement tout à l'heure. Cela fait 40 ans que nous sommes dans cette situation. Il y a 40 ans, la première loi, il y en a eu d'autres. Et au bout de 40 ans, toujours aujourd'hui, on en est à 10% en moyenne, parce que les chiffres, bon, c'est compliqué, de 10% de différence à compétences égales, à poste égal, à parcours égal entre un homme et une femme. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est au pied du mur. Mais je me méfie beaucoup des effets d'annonce. Alors évidemment, ce que soulignait Édouard Philippe notamment, c'était qu'il fallait faire appliquer la loi et les pénalités. Ça, c'est un côté punitif. Évidemment, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Il faut faire appliquer cette loi pour sortir de l'ornière. Au-delà de ça, je pense profondément qu'il faut changer les mentalités. Et on en parle beaucoup dans la délégation aux droits des femmes. Alors, ça peut être aussi le fruit d'un travail interministériel. La ministre du Travail, le ministre Blanquer, pour s'occuper de ce problème très tôt déjà dès l'école, etc. Mais le changement des mentalités, pas uniquement la punition. Mais là, on est au dos du mur, on a une obligation de résultat. Tout le monde a envie de réagir sur ce qu'a annoncé le gouvernement. Oui, parce qu'en fait, depuis ce matin, j'entends, on annonce, les entreprises vont être sanctionnées si elles ne respectent pas l'égalité salariale. En fait, ça existe depuis très longtemps et les sanctions effectives, c'est-à-dire la mise en application concrète de ces sanctions, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui l'a fait sous le dernier quinquennat. Le gouvernement, en fait, ne fait pas une annonce sur ce point. Il annonce des renforcements. D'ailleurs, je me suis renseigné avant de venir. C'est pas une nouveauté, c'est un renforcement des contrôles. Sur ce point, on ne peut que saluer. Il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui sont sanctionnées. Maintenant, sur ce que vient de dire Madame la sénatrice sur la prévention, sur l'éducation, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur à la Fondation des femmes, on le répète, et je regrette que depuis quelques années, il n'y ait pas un consensus sur ces questions. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement avait lancé un programme qui s'appelait les ABCD de l'égalité, et la droite nous était quand même tombée dessus. Alors je dis nous parce qu'à l'époque, j'étais conseiller de la ministre. Sur quel sujet? Sur l'égalité salariale? Sur la prévention, sur l'éducation. Rappelez-vous, il y a quelques années, tous les médias en parlaient, les polémiques qu'il y a eu sur les ABCD, on reprochait à la ministre de vouloir transformer les garçons en petites filles et inversement. Oui, c'était encore un autre oui, mais sujet. justement, non, c'était exactement le sujet dont on parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, Madame la sénatrice vient de nous dire qu'elle était d'accord. Donc je crois que sur ces sujets d'éducation, il faut absolument que les Françaises et les Français se réunissent parce que c'est pour notre bien commun. Ça dépasse les partis politiques. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous pensez que ce gouvernement agit concrètement pour les droits des femmes. Je vous interroge justement peut-être Raphaël Rémy-Leleu. Eh bien, on attend. Depuis le début, depuis l'installation de ce gouvernement, on commente des commentaires, on commente des annonces. On nous dit que c'est la grande cause nationale du quinquennat. On n'a toujours pas vu de résultat, alors que sur d'autres thèmes, d'autres sujets, il y a des choses qui ont avancé, y compris par ordonnance, en actant du caractère d'urgence. Et même là, dans cette annonce, et je suis d'accord avec Maxime, qui n'est pas vraiment une annonce, nous, ce qui nous choque à Oser le féminisme, c'est qu'on dit c'est urgent aujourd'hui d'atteindre l'égalité. On ne peut plus tergiverser, on ne peut plus se permettre d'avoir des femmes dans des situations de violence et de souffrance parce qu'on n'a pas eu la volonté politique. Et donc là même sur l'égalité salariale et le renforcement des contrôles, ce qui revient juste simplement à appliquer déjà les lois existantes, on nous dit 2022. Ça devrait être fait depuis 40 ans. On va encore attendre 4 ans. Et juste pour montrer qu'il y a peut-être encore du travail sur ce sujet, sur un rapport de l'INSEE de 2017, les mères ayant un emploi à temps plein prennent en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. On a beaucoup entendu parler aussi de cette charge mentale des femmes. On sent qu'il y a encore du travail, Fatima Benoma. Oui, en fait, c'est un système global et cohérent. On est héritier en fait de siècles où en fait finalement la place des hommes était dans le travail et les femmes vers le privé. Et je voudrais justement essayer d'éclairer plus globalement le débat qu'on a et vous verrez que c'est lié. Il n'y a pas que les inégalités à poste et à responsabilité égale. Ça, c'est une part du problème qui est effectivement qui concerne environ 10% des cas. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde du travail est un monde mixte et égalitaire. En vérité, la moitié des femmes en France travaillent dans seulement 11 des 86 catégories socio-professionnelles. Quels sont ces métiers ? Caissière, vendeuse, femme de ménage, femme de chambre, etc. Ce sont les métiers les moins payés,
les moins valorisés. On faisait un événement la dernière fois, les effrontés avec les salariés d'Honnête, les salariés de Holiday Inn, qui font des grèves parce qu'avec les ordonnances Macron, il y a eu une énorme dégradation de leurs conditions de travail. Certaines, depuis 40 ans, n'avaient pas eu une seule augmentation de salaire, notamment les femmes de chambre des hôtels Holiday Inn. Et donc, dans ces métiers-là, forcément, c'est très difficile de revaloriser les salaires. Pourquoi ? Parce que dans la culture où on est, on ne va pas revaloriser le salaire d'une femme de chambre. C'est déjà ce que vous faites gratuitement à la maison. Puis c'est pas vraiment des compétences que vous avez, c'est dans la nature. Donc voilà. Il faut savoir qu'une femme active sur 3 en France et à temps partiel. De quelle autonomie parlons-nous ? Et par rapport aux inégalités à poste, à responsabilité égale, mais moi je veux vraiment pas restreindre à cette question-là, effectivement on a une grande majorité d'entreprises, 59%, qui ne respectent même pas les obligations de la loi. Donc un plan d'égalité ou de réduction des inégalités, un rapport des situations comparées, une négociation dédiée, et qui sont très peu punis. Là, il y a 2 ans, il y a eu 48 entreprises sanctionnées pour inégalité salariale sur tout le territoire. C'est-à-dire juste pendant que vous parliez, j'apprends que Emmanuel Macron a aussi déclaré les égalités hommes-femmes dans l'entreprise rendent les entreprises plus performantes. On va avancer un tout petit peu parce que ce qui a changé aussi, c'est le discours politique, le choix des mots des élus. Chez La République En Marche, plus personne ne prononce une phrase sans inclure le féminin. Ça donne du celles et ceux, du toutes et tous, du chacun chacune. Vous l'avez employé tout à l'heure. Avant d'en parler, petite illustration avec cette compilation préparée par Cécile Even et Lionel Texera. Et si à chaque fois que j'ai été ministre, je suis allé au contact, c'est que j'ai de la considération et du respect pour celles et ceux qui travaillent. On accueille mal aujourd'hui celles et ceux qui sont en droit de venir dans notre pays. Parce qu'au fond, celles et ceux qui donnent des leçons, lancent des appels au gouvernement, sont au fond responsables d'une dette de l'État qui est égale à 4-5 années d'ISF. Nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre. Alors ça fait sourire, c'était pour le clin d'œil, mais c'est effectivement de plus en plus utilisé par les responsables politiques et en dehors de La République En Marche. Encore hier soir, sur LCI, le débat avec les candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, tous commencent à dire celles et ceux. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que... Et tous et toutes. Est-ce que c'est symbolique ? C'est ça le problème. Et en l'occurrence tous au Parti Socialiste. Est-ce qu'on est dans le symbole ou est-ce que c'est important aussi le choix des mots, Céline Boulay-Spéronnier ? Moi, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Pour moi, on est... Mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Pour moi, on est un petit peu dans l'anecdote. Voilà, c'est pas ce qui va faire vraiment, fondamentalement, avancer la cause. Mais ça participe aussi quand même d'une certaine prise de conscience et d'une certaine volonté. Ce sont des personnages publics qui ont parlé. Donc, voilà, tout ce qui contribue à mettre dans les mentalités voilà, la prépondérance, la prédominance, l'importance des femmes dans le débat public, eh bien, mais pour moi, on est un peu quand même... Accessoire, un peu marketing ? Moi, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'on est vraiment dans l'accessoire et c'est pas forcément l'acte le plus courageux. Voilà, de dire celles et ceux, toutes et tous. Il y a des actes plus courageux, par exemple, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités politiques qu'on peut avoir les unes et les uns et les unes. Je m'y perds moi-même. Mais quelles que soient nos opinions politiques, le député Ruffin, par exemple, tout à l'heure, a fait une tribune qui, moi, m'a vraiment interpellé sur la situation des femmes de ménage à l'Assemblée. C'est vrai que depuis des années, les députés ne se rendent pas compte, mais ils arrivent le matin à 8h du matin et tout est prêt. Tout est clair, tout est clean, comme on dit. Et ils ne s'interrogeaient peut-être pas sur l'emploi du temps de ces femmes de ménage qui sont victimes de ce qu'on appelle le travail en miettes. Et le député a fait une tribune, je trouve, assez marquante qui devrait vraiment nous interpeller collectivement, quel que soit le parti politique, quelles que soient nos croyances, parce que ce discours mettait en lumière vraiment cette invisibilisation des femmes de ménage qui sont justement toujours des femmes. Et je reviens à ces mots et aussi à cette polémique autour de l'écriture inclusive. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin parfois ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des ratés dans ce mouvement féministe, on peut le dire, Raphaël ? Non, clairement pas, puisque de notre point de vue, en tout cas Oser le féminisme, et je crois que c'est assez largement partagé, les mots participent de la définition du monde finalement, et de ce qu'on renvoie en termes d'universalité, de ce qu'on renvoie en termes d'image, de la même manière quand on analyse par exemple les représentations féminines et masculines dans les livres de classe. Et là aujourd'hui, moi je suis admirative de la capacité de La République En Marche à faire adopter des éléments de langage. Ça marche en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais ensuite, il y aura la question entre non pas peut-être le courage, mais l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'adopter un élément de langage épicène tout en n'ayant que des hommes en responsabilité, ou encore, par exemple, moi ce qui me choque, c'est quand on parle d'économie, on va parler des chômeurs, on va parler des travailleurs à temps partiel. Vous voudriez qu'on ajoute chômeuses, mais en fait, c'est pire que ça, c'est que
cette version du masculin universel biaise notre perception de la réalité, puisqu'en fait c'est simplement faux, ne serait-ce qu'en termes de majorité. 82% des travailleurs à temps partiel sont en fait des travailleuses. Donc en fait on s'empêche de mieux comprendre le monde en le masculinisant à l'outrance. Donc le choix des mots est important. Le choix des mots est important. Et enfin, il y a une chose qui est également fondamentale. On en a marre de recevoir des leçons de féminisme de la part de gens qui ne sont pas du tout féministes. À qui vous pensez ? Eh bien, typiquement sur le cas de l'écriture épicène, ou encore d'une campagne d'éducation à l'égalité. Écriture épicène ? L'écriture épicène, c'est justement écrire toutes et tous, c'est la manière d'utiliser, écriture inclusive, d'utiliser des accords de majorité, de proximité, bref. En plus, on fait vivre le langage. Mais par exemple, même sur une campagne d'Oser le féminisme qui s'appelle Mar du Rose, c'est une question d'éducation à l'égalité, de stéréotypes genrés, d'interroger tout cela. On n'a jamais de réaction aussi violente de la part de nos adversaires que quand on évoque ce genre de sujet. Des sujets qui peuvent paraître futiles de prime abord, mais qui en fait interrogent profondément nos habitudes, notre manière de faire, et simplement parce que la violence, on sait dans quel coin elle est, c'est pas dans celui des féministes. Et c'est beaucoup plus facile d'insulter, d'appeler au viol ou aux menaces de mort des féministes quand on parle de sujets qui paraissent futiles que quand on parle nous-mêmes de viol et de violence. Juste sur la représentation des femmes, il faut quand même saluer, c'est important de le dire, le bond spectaculaire qui a été fait à l'Assemblée nationale depuis que La République En Marche est au pouvoir. Et là encore, quelles que soient nos opinions partisanes. Ça fait des années qu'on réclamait plus de femmes à l'Assemblée. Il faut quand même comprendre l'impact d'une chambre des représentants de la nation qui est totalement masculine depuis 1958 et même avant. Pour les gens qui regardent cette Assemblée, l'avoir beaucoup plus féminine, c'est déjà un pas important. Après, on attend beaucoup plus d'actes, c'est vrai, mais sur cette représentation, il faut rendre à César. Voilà. Ou à Cléopâtre. Par rapport à toutes et tous, pour moi, c'est tout simplement normal. Parce que nous sommes une société où il y a des tous et des toutes. Moi, ce qui me choque, c'est que ça fait des années que j'entends sur les plateaux télé les hommes politiques, le troisième homme, des hommes d'État. Donc c'est sûr que nous vivons dans une société où les petites filles ont très bien compris que la politique, c'était pas pour elles parce que ça allait être incarné par une figure masculine. En plus, la règle du masculin l'emporte. En vérité, on ne la respecte pas. On dit des ministres, des tout ce que vous voulez, mais personne ne dit des caissiers. Pourtant, selon la règle du masculin l'emporte, il suffit qu'il y ait un seul caissier en France et on dit les caissiers. Mais quand ce sont les endroits où les femmes sont censées être, on dit les caissières, les infirmières, les personnes prostituées d'ailleurs, les femmes de ménage, les femmes de chambre. Mais par contre, ce qui choque, c'est qu'effectivement, ce sont ces mêmes qui vont utiliser le langage inclusif qu'on va voir pour parler du groupe LREM. Il y a quand même des questions. Non, mais rapidement, parce que vous prenez longtemps la parole. Ce sont le même groupe qu'on a vu se lever et applaudir, faire une ovation à Darmanin au moment où il était accusé de viol. Il y a quand même cette espèce de dichotomie qui n'est pas supportable. Il y a quand même d'autres questions qui se posent. On a vu que ça avait créé des remous, des tensions. On a vu cette contre-tribune aussi de ces femmes qui considéraient qu'on pouvait, évidemment je pense à Catherine Deneuve ou à Catherine Millet, qui défendaient une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. On a vu que ça avait créé des oppositions entre les femmes et peut-être aussi entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, tout simplement, je pense aussi à la campagne contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun lancée par Valérie Pécresse, où on voit ces hommes représentés en prédateurs, en ours, en loups, en requins. Est-ce que dans tout cela, il n'y a pas un risque d'opposer les hommes et les femmes entre elles avec deux formes de féminisme ? Il y a toujours un risque énorme de généralisation. C'est-à-dire tous les hommes sont des porcs, ils sont tous des prédateurs, ils sont tous des harceleurs. Et ça, pour moi, ce genre de discours a des effets contre-productifs. Voilà. Concernant la tribune à laquelle vous faites mention, moi, je n'y ai pas vu beaucoup d'intérêt, pour tout vous dire, parce que il y avait quand même un consensus pour dire il faut éloigner tout ce qui peut être prédateur et tout. Et je trouve qu'elle est très mal tombée. Le timing était mauvais et d'ailleurs, elle a été mal perçue. Voilà. Et au-delà de ça, vous, je vous interroge aussi en tant qu'homme, Maxime Revnieski, mais est-ce que vous sentez que peut-être ça a créé des tensions et peut-être même chez certains hommes une manière de les inhiber ? Non mais c'est vrai, il n'y a pas un jour où un homme ne vient pas me parler du poste, enfin de l'ère post-affaire Weinstein en me disant on ne peut plus rien faire, on ne peut plus draguer, je vais me faire passer pour un harceleur à chaque fois que je vais regarder une femme, etc. Alors moi je réponds à ça. Non,
C'est-à-dire que personne n'a jamais dit ça. Tout simplement, il faut arrêter de déformer une réalité qui n'existe pas. Aucun féministe, aucune féministe n'a souhaité que la drague s'arrête. Les femmes veulent continuer à être draguées, les hommes veulent continuer à être dragués. C'est un faux débat. En fait, en caricaturant les personnes qui se battent pour l'égalité, on oublie les vrais sujets. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Catherine Deneuve, par exemple, d'avoir publié cette tribune. Parce qu'elle sait très bien qu'en faisant la une de Libération, ça va être repris partout, qu'on va en parler pendant des heures, et que ce sujet, cette polémique entre féministes, va mettre de côté les vrais sujets que sont les violences faites aux femmes, les inégalités salariales. Alors, donc à ça, nous répondons maintenant. On agit le et on quinquennat, arrête de polémiquer. on va juste un tout petit peu avancer, il nous reste 5 minutes. Le quinquennat Macron a-t-il été un tournant? Il est en tout cas le premier, on l'a dit, premier président à avoir déclaré l'égalité femmes-hommes comme grande cause nationale. Et puis ce n'est pas rien, il a nommé une militante féministe au secrétariat d'État, Marlène Schiappa. Bénéficie-t-elle, oui ou non, d'un bon alignement des astres, ou a-t-elle, par son style, sa personnalité, sa détermination, fait changer les choses? Hier soir, elle est allée jusqu'à monter sur scène pour lire les monologues du vagin avec Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri. Je crois que tous les moyens sont bons pour parler de l'égalité femmes-hommes et de faire parler justement des droits des femmes à la veille du 8 mars. Donc on n'est pas en train de faire quelque chose de complètement déconnecté et c'est la prolongation, je crois, de nos engagements aux unes et aux autres. Je voudrais essayer de comprendre avec vous, est-ce que Marlène Schiappa a joué un rôle fondamental dans tout ce qui se passe ces derniers mois où, bon, il y a eu l'affaire Weinstein, elle a eu un petit peu de chance? On a un rapport un peu particulier avec Marlène Schiappa. Il faut savoir que lors du précédent quinquennat, par exemple, la ministre alors aux droits des femmes, Laurence Rossignol, nous recevait une fois par mois les associations pour garder un lien de travail entre elles et nous. Marlène Schiappa, on a beaucoup de mal à la rencontrer, à échanger avec elle, et même elle a parfois une posture assez agressive envers les associations féministes. Par exemple, quand on avait dénoncé, et à raison, la baisse du budget dédié aux droits des femmes, elle avait hurlé sur tous les médias à la fake news et le lendemain, c'était acté dans le journal officiel qu'il y avait bien une Qu'est-ce que vous voulez baisse dire, qu'elle des joue un double subventions. jeu? Je pense qu'elle est dans une situation un peu délicate, qu'elle est à la fois obligée de suivre son gouvernement, peut-être qu'elle n'a pas la culture d'imposer un rapport de force en interne d'un gouvernement en se reposant sur les revendications des associations féministes. Mais de fait, c'est vrai que elle fait avancer la cause. Elle fait très attention à ces éléments de langage et puis pif paf pouf, et à mon avis c'est sous pression. Quand il y a eu l'affaire Hulot, je me demande si c'était son initiative personnelle, mais elle était là dans des publics en disant mais moi je trouve que c'est un homme charmant ou je sais pas quoi. Mais on le sait très bien, je pense que beaucoup d'hommes agresseurs, on n'aurait jamais vu qu'ils étaient... Raphaël Rémy-Leleu. Sur Marlène Schiappa en particulier, est-ce que sa personnalité a tout de même changé la donne? Je trouve que c'est quand même important de se poser la question pourquoi spécifiquement sur les sujets droits des femmes, on se pose la question d'une personne. Même sur la tribune finalement signée par Deneuve, moi ça m'interpelle qu'on se dise tiens, on va créer des désaccords entre les femmes. Ça fait des siècles que les hommes ont des désaccords politiques entre eux, ça ne choque personne, on appelle ça le partage du pouvoir. Donc il va peut-être falloir faire cet apprentissage-là, que les femmes également sont dans la sphère publique, qui interviennent dans la sphère politique, et se partagent le pouvoir, se partagent les rôles. Ceci étant dit, je suis assez d'accord avec Fatima. Les relations avec Marlène Schiappa sont assez compliquées. On avait été très contente à Oser le féminisme de notre premier rendez-vous. On s'est dit qu'on aurait vraiment une démarche... Une oreille attentive. Voilà, une oreille attentive, une démarche saine de dire, bon, il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord. On le sait typiquement sur la question de la politique économique et de ce que nous appelons les violences économiques contre les femmes. Mais on s'est dit, on va passer... Il y a des moments où on sera en désaccord, on passera là-dessus et on travaillera ensemble sur les sujets qui nous intéressent, notamment les violences, la prostitution, la prévention contre les dangers de la pornographie. On a un peu du mal à le retrouver aujourd'hui, ce rapport de travail. Moi, je fais une analyse d'un gouvernement qui est quand même très, très cadré, très loyal, très encadré, même au-delà d'être cadré. Et en effet, elle se prive, à mon sens, de marge de manœuvre pour aller plus loin et obtenir plus en termes de politique. Moi, tout le mal que je souhaite à Marlène Schiappa, finalement, c'est d'avoir un ministère de plein exercice et un plus gros budget. C'est l'exercice du pouvoir, Céline Boulay-Espéronnier aussi. Oui, c'est l'exercice du pouvoir, bien sûr. Elle fait partie d'un collectif. C'est à l'évidence le président de la République qui fixe les orientations. Elle est obligée de les suivre. Ce qu'il ne faut absolument pas, parce que ça serait redoutable, c'est qu'il y ait des contradictions dans ses prises de parole publiques. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Mais effectivement, l'action est toujours incarnée par un personnage, en l'occurrence Marlène Schiappa, mais accordons-lui le bénéfice du doute. De toute façon, on a tous intérêt à ce que la cause des femmes avance. Mais j'étais d'accord avec ce qui avait été dit par Madame au début de cette émission. On jugera
sur les actes. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Jean Birnbaum à Jean-Marie Roire. On va prolonger un peu notre réflexion d'ailleurs sur la lutte contre le sexisme. Un livre fait l'objet de vives critiques. C'est un ouvrage pour les jeunes adolescentes sorti le mois dernier. On a chopé la puberté, c'est son titre. Et il a été accusé de véhiculer des clichés sur les femmes. Avant d'en parler, le point sur cette polémique avec Quentin Calmet. Ce sont 4 petits personnages, a priori inoffensifs, mais depuis 2 semaines, ils ont déclenché sur les réseaux sociaux une foule de commentaires. Avec cette série d'épiplettes, les éditions Milan entendaient s'adresser à un jeune public, avec notamment un ouvrage consacré à la puberté. Dans ce petit livre, des dessins des aventures de 4 personnages et d'autres planches adressées aux jeunes filles sous forme de conseils, certains jugés complètement déplacés. En quelques jours, sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. La série est accusée de véhiculer des stéréotypes ou de promouvoir une vision rétrograde de la féminité. Des accusations qui mènent à la création d'une pétition en ligne signée par près de 150 000 personnes. Dernier épisode en date, la maison d'édition retire l'ouvrage, mais l'auteur ne décolère pas. Dans une tribune, elle annonce arrêter l'écriture de cette série et en profite pour dénoncer les attaques venues des réseaux sociaux. Vous avez le droit de trouver que les auteurs auraient pu donner des conseils plus judicieux ou que les extraits que vous avez vus tourner ne sont pas adaptés. Vous avez le droit de trouver ce livre idiot, ringard ou inapproprié. Mais si vous réclamez qu'on fasse disparaître un ouvrage parce que vous n'en approuvez pas le contenu, alors c'est vous qui vivez au Moyen-Âge. Une polémique qui démontre la sensibilité des lecteurs autour de ces questions, avec là encore une mobilisation venue tout droit des réseaux sociaux. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Jean-Marie Roire, bonsoir, membre de l'Académie française, journaliste, écrivain et auteur de ce livre La vérité sur la comtesse Berdaïev chez Gallimard. Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, merci infiniment d'être avec nous. Juste avant de vous entendre, je voudrais ajouter cette phrase de la dessinatrice Anne Guillard. Le résultat de cette polémique éclair sera donc la disparition de toute une collection créée, écrite et éditée par des femmes et publiée par un éditeur jeunesse qui s'est publiquement engagé pour l'égalité des sexes. Il aura fallu à peine 48 heures pour ruiner publiquement cet univers. Est-ce que vous, en tant qu'homme de lettres, en tant que passionné de littérature, tout de même, ça vous chagrine un petit peu qu'une polémique puisse mettre un terme à une collection, à un livre, à des personnages? Jean-Marie Roire. Écoutez, moi je suis pour la liberté d'expression la plus totale. Je trouve que nous sommes dans le pays de la liberté d'expression et de plus en plus, il y a des atteintes à cette liberté d'expression et je ne crois pas que je serai contredit sur ce plan. La France, justement, ce qui a fait son charme, son identité, ça a été à la fois sa légèreté et sa profondeur et en même temps sa liberté dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'expression. Et de plus en plus, on voit que cette liberté d'expression, petit à petit, par des voix qui viennent souvent des communautarismes, disons, on devient un peu américain. Il y a beaucoup d'organisations qui se sentent mises en cause et qui veulent des interdictions. Donc on voit ce Français qui était libre, léger, complètement enrégimenté, il est contraint par des règlements, par des interdictions. Et ça, je trouve ça extraordinairement dommage. Même si c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient horribles. On pouvait dire des choses horribles, mais les gens pouvaient répondre. Il y avait finalement un écosystème d'intelligence et de culture et de liberté. Et puis, quand même, il y a la phrase de Freud que je trouve extraordinaire, qui dit « Le plus grand pas de l'homme pour sortir de la barbarie, c'est du jour où il a cessé de prendre un bâton pour taper et tuer son frère, son voisin, il s'est mis à l'injurier. » Eh bien, l'injure, c'est quelque chose c'est un grand progrès de la civilisation, et je suis d'accord avec Freud. Jean Birnbaum. Bon, alors là, Jean-Marie Roire a placé le débat très très haut. Mais en fait, moi, le problème, c'est que je n'ai pas lu le livre en question. Non, mais au-delà de cette polémique dessus. Non, mais c'est intéressant. Moi, je vois pas, en fait, je sais pas de quel communautarisme il s'agirait là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des dessins qui ont choqué. On est dans un contexte très particulier. C'est le contexte de MeToo, de l'après Weinstein, etc., de Balance ton porc. Donc, il y a une sensibilité très particulière. Aussi bien à la question de l'égalité homme-femme, mais que, évidemment, et ça va avec des violences contre les femmes, de la sexualisation des personnages féminins, notamment dans la littérature pour enfants, mais pas seulement. Là, il n'y a à nouveau pas de censure. On avait déjà eu ce débat sur d'autres sujets. Il y a juste des gens qui manifestent leur indignation. Sauf qu'il y a une forme de censure puisque la dessinatrice finit par arrêter des personnages et une collection.
Mais ça, c'est pas de la censure. Si personne ne l'oblige à arrêter. Elle cède à une pression populaire, à une forme de pression populaire. Oui, mais non, mais je veux dire, ça, c'est pas de la censure. La censure, c'est une décision. Ce sont des gens qui ont le pouvoir. Non, mais si demain vous êtes critiqué, votre émission est critiquée, on dit cette émission, ça ne va pas du tout. Bon, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, c'est la gloire internationale. Ça doit arriver, hein. Non, impossible. Mais en tout cas, si vous étiez critiqué et que vous disiez je suis critiqué, j'arrête, ça serait pas de la censure. Ça serait il y aurait une auto-censure en tout cas. Pardon, c'est une désertion ou voilà ce que vous voulez. Pour l'affaire Céline, une démission. Là, il n'y a pas. Il y a des gens qui soulignent dans un certain contexte. Et je n'ai pas lu le livre à nouveau, mais j'ai des échos convergents sur le fait que dans cette bande dessinée, effectivement, les jeunes femmes se manifestent ou naissent à leur sexualité essentiellement sous le prisme de je me rends désirable, etc. Et puis si tu veux pas être une allumeuse, etc. Enfin, un truc qui aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le contexte. C'est de voir qu'aujourd'hui, une BD comme celle-là et des dessins comme ceux-là suscitent une indignation. Alors après, je ne sais pas s'il faut qu'elle arrête, je ne sais pas s'il faut censurer. Mais en tout cas... Oui, en tout cas, c'est intéressant. On est dans un certain contexte et effectivement, il y a des choses à avoir en tête. Quand on prend la plume, quand on dessine, ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-censurer. Ça veut dire qu'il y a une discussion à avoir et ça nous mènera à d'autres points sur la littérature pour enfants. Non, mais seulement ce qui est grave, c'est que ces réseaux sociaux aboutissent finalement à une censure. La preuve, c'est pour Céline. Pour Céline, l'édition Gallimard avait décidé de publier les écrits antisémites de Céline. Sous la pression des réseaux sociaux, ils décident de ne pas publier. C'est une forme de censure. Sauf que là, on parle d'un délit. L'antisémitisme est un délit. Comment ? On parlait d'un... Non, sauf que je ne crois pas que l'édition Gallimard avait publié. S'ils étaient tombés sous le coup de la loi, ils n'auraient certainement pas publié. Bon, donc on ne tombait pas sous le coup de la loi, mais on tombait sous le coup, disons, et je comprends très bien qu'ils l'aient retiré, parce qu'à partir du moment où c'était une publication qui ne posait pas un problème de société. À partir du moment où ça devenait un problème de société, je trouve qu'en effet, il fallait arrêter les frais. Mais en fait, on s'éloigne un peu pas complètement, mais un peu du sujet. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que souvent, quand on parle de la littérature pour enfants, on dit attention, la littérature pour enfants surjoue les clichés sexistes, autorise les enfants ou donne aux enfants l'envie d'intérioriser l'assignation des rôles, la répartition des rôles et des tâches au sein d'un couple, etc. Et là, on a affaire à autre chose. Jusque-là, beaucoup de féministes, il y a toute une littérature pour enfants féministes, notamment qui était née dans l'après 68, et c'est des livres formidables, notamment aux éditions des femmes. Il y a toute une littérature pour enfants magnifique et beaucoup plus compliquée et complexe que ce qu'on croit, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus fine que souvent la manière dont on la caricature. Mais souvent, c'était une manière de subvertir cette répartition des rôles en disant il y en a marre de ces livres pour enfants où les filles sont toujours majorettes et hôtesses de l'air et les garçons passent l'aspirateur et les hommes bricolent. Etc. Donc ça, là, on voit un peu autre chose. On a une révolte qui est contre la sexualisation des personnages. Et ça fait des années que ça dure, c'est-à-dire c'est plus attention, c'est la répartition des rôles au sein du ménage, etc. Et les petites filles qui intériorisent leur tâche de femme dominée au foyer. C'est attention, vous faites de la femme un pur objet sexuel, donc ça rejoint complètement autre chose. Je voudrais juste vous lire ce qu'a dit Laurence Farron, qui est la fondatrice de la maison d'édition Talent Haut. Elle nous dit ceci: les livres ne sont pas neutres. La petite enfance est une période cruciale dans la construction de la représentation du monde. Vous dites, Jean-Marie Roy, c'est dans Le Monde, c'est très bien. Vous citez Le Monde. Absolument, je cite Le Monde. Vous dites qu'il faut une liberté totale de l'expression. Tout de même, est-ce que la littérature jeunesse a un rôle moral à jouer en véhiculant certaines valeurs et pas d'autres valeurs? Bien sûr, mais il ne faut pas qu'elle devienne aussi le véhicule de groupements, de groupes de pression qui veulent imposer une vision de la femme aussi, parce que le féminisme, c'est aussi une façon d'intervenir dans la conception de la femme. Vous savez, moi je trouve qu'il y avait quelque chose de merveilleux, c'était les contes pour enfants, qui vraiment réussissait à sublimer l'imaginaire de l'enfant. Alors, parlons-en des contes pour enfants, La Belle au bois dormant qui se fait réveiller par un homme. Bon, oui, mais bien sûr, mais seulement l'imaginaire, la création imaginaire que véhiculaient ces contes pour enfants, pardon, mais ça me paraissait supérieur à savoir si on devait devenir hôtesse de l'air ou pas. Vous voyez, je crois donc on ne doit pas chasser nos classiques alors. Mais je crois, mais oui, parce que étrangement, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les personnalités que cela formait, l'imaginaire que cela donnait. Et on voit bien aujourd'hui à quel point nous sommes dans un monde qui manque complètement d'imaginaire, qui manque de poésie, qui manque de magie. Donc, pardon, mais je trouve que c'est supérieur à ces livres pour enfants qui sont aussi téléguidés
par des questions idéologiques. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un non-sujet, parce qu'en fait, non, mais c'est un non-sujet au sens où personne, non, mais pas celui que Jean-Marie Roy abordait, mais le non-sujet. Non, le nôtre. Nous rodons autour d'un non-sujet, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, personne ne dit qu'il faut en finir avec les contes pour enfants de notre classique, etc. Bon, les associations féministes peuvent dire, effectivement, on arrête de lire La Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Hein. Non, moi je ne connais pas d'associations féministes qui disent ça. Mais par contre, il y a des associations et des éditeurs qui subvertissent, qui s'amusent à faire Blanche-Neige et les 77 nains, etc. D'ailleurs, dans cette maison que vous avez citée, et où on apprend aux enfants à jouer un peu, à mettre du jeu dans cette répartition des rôles un peu figée. Et surtout, ce qui se passe, c'est que dans l'après 68, aujourd'hui, il y a un vrai backlash, un vrai retour de bâton. Dans l'après 68, il y a eu toute cette mode ou vogue dont je vous parlais de livres pour enfants féministes, qui était, je le disais, beaucoup plus fin et beaucoup plus intéressant que ce qu'on raconte souvent. Mais aujourd'hui, on a beaucoup reculé. Ce qui se passe, c'est que la plupart des livres pour enfants, souvent d'ailleurs très imaginatifs et très beaux, je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez, il y a eu plein de poésie, il y a des livres pour enfants magnifiques aujourd'hui, il y a des grands auteurs de livres pour enfants, mais souvent ce qu'on constate, et ce que dit notamment l'éditrice de Talent Haut, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de héros que d'héroïnes, et que les clichés, en fait, il y a un grand retour de bâton, et que donc, aujourd'hui, le problème n'est pas de se battre contre une féministisation du livre pour enfants, mais plutôt de constater qu'il y a un retour de bâton et que les clichés reviennent de façon beaucoup plus forte dans la littérature jeunesse. Et donc, à nouveau, il ne s'agit pas d'en finir avec ça ou d'en finir avec les contes pour enfants, mais juste de se dire, c'est quand même pas mal de faire droit à tous les auteurs jeunesse, souvent de grands talents, qui instaure un peu de jeu, d'ironie, de décalage, pour rompre ou pour casser ou pour subvertir un tout petit peu ce que Pierre Bourdieu, vous citiez Freud, on peut citer Pierre Bourdieu, appelait la vision androcentrique du monde, l'inconscient androcentrique, c'est-à-dire cette chose qui fait que l'homme et la domination masculine se trouvent toujours au centre. Et de toute façon, rassurez-vous, Bourdieu disait aussi que cette domination passait toujours en deçà du langage, de corps à corps, et que c'était quasiment impossible de la subvertir. Donc, n'ayez crainte, cher Jean-Marie, les livres pour enfants n'y changeront rien, même si les éditions féministes prennent le pouvoir. Allez, on passe à notre deuxième thème de ce match des idées, autour du Salon du Livre qui ouvre ses portes dans quelques jours. Ses organisateurs et la Société des gens de lettres s'opposaient sur un point, la rémunération de tous les auteurs présents sur le salon. Sur les réseaux sociaux, le mouvement s'est encore emballé, avec cette fois le hashtag « Paye ton auteur ». Ils ont obtenu gain de cause. Le Salon du Livre a finalement accepté de verser une rétribution aux intervenants des tables rondes, conférences et rencontres. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avait donné son point de vue, c'était sur France Inter, écoutez. C'est vrai que quand on leur demande de faire des prestations, il me paraît légitime qu'ils soient rémunérés. Jean-Marie Roy, que vous inspire cette polémique? Est-ce qu'il y a un problème d'inégalité de traitement entre les auteurs, notamment sur le Salon du Livre? Écoutez, moi je me souviens de Malraux à l'Assemblée nationale qui disait, attention, ne faites pas de la littérature une profession. Et c'est vrai que ça va plus loin qu'on ne le pense. Je crois que maintenant, on monétarise tout. C'est pour ça, c'est l'influence américaine. Maintenant, quelqu'un qui parle, qui est invité, tout de suite, il dit, je vais te payer combien? C'est quand même terrible que le débat d'idées... pas payé ce soir. Faites bien de le préciser. Je le précise. Mais je suis payé vraiment très rarement, parce que je suis payé dans un système vraiment économique quand il s'agit d'industriel. Bon, mais sinon... c'est gratuit, parce que c'est quand même le bonheur de parler avec un interlocuteur et une interlocutrice de talent. C'est ça qui est intéressant, c'est l'échange des idées. Il ne faut pas maintenant tout ramener à des questions, si vous voulez, financières. Et je trouve que c'est une dérive, vraiment, pour les écrivains. C'est vrai qu'aux États-Unis, une interview, eh bien, l'auteur est payé, même quand il s'agit de parler de son livre. Voilà, je trouve ça une dérive qui, pour moi, est choquante. Vraiment, moi, je n'ai pas été invité à parler au Salon du Livre, je le regrette, mais néanmoins... ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. Parce que je trouve qu'il ne faut pas rentrer dans ce système, et Madame le ministre de la Culture a tort de le justifier. Juste un mot avant que vous répondiez, Jean Birnbaum. Je rappelle tout de même que le Centre national du livre recommande aux festivals et aux événements subventionnés par l'État de rémunérer les intervenants. Jean-Marie Roy, 227 € la demi-journée, 376 € la journée complète. Problème évidemment, le Salon du Livre est un événement privé, donc n'est pas tenu de respecter cette charte. Vous êtes d'accord? On monétise tout et on ne devrait pas monétiser la présentation des auteurs au Salon du Livre? Ah mais en fait, c'est comme si vous disiez, quand le plombier vient chez moi et qu'il répare... Je ne le paye pas.
Je le paye pas. En fait, c'est-à-dire qu'un travail, moi, Jean-Michel Roire est un admirateur de Freud, mais aussi de Karl Marx. Il sait que le travail, la force de travail, c'est quelque chose d'important. Il faut tout le temps reproduire, réparer sa force de travail. On a des corps, on est investi physiquement. Les écrivains ont un corps aussi. Et souvent, ils sont très précarisés. Aujourd'hui, il y a une grande précarisation des écrivains. Les avaloirs ont beaucoup baissé, la vente de livres a beaucoup baissé. Souvent, ils vivent en dessous du SMIC, largement en dessous du SMIC. J'ai même le chiffre, 41% des auteurs professionnels gagnent moins que le SMIC. C'est une étude du ministère de la Culture. Et en fait, il y a un truc extrêmement intéressant et paradoxal et en fait assez scandaleux. C'est qu'effectivement, moi, j'ai longtemps travaillé à la radio ou ailleurs, gratuitement, quasiment gratuitement. Et donc, dans ces métiers de la culture, etc., comme en France, et pas seulement en France, mais notamment en France, le monde du livre, le monde des livres, le monde de la culture, parler de livres, venir parler de textes, etc., c'est tellement valorisant, c'est tellement beau. Eh bien, beaucoup de gens sont prêts à le faire gratuitement. Eh bien, il ne faut pas salir avec l'argent, peut-être. Il faut pas salir avec l'argent, et puis même, on est tellement heureux, parce que c'est vrai que c'est génial d'être dans la vie, de brasser des textes, d'être là-dedans, c'est très valorisant, etc. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a une anthropologue qui a sorti un livre sur le monde du luxe et de la mode, et qui a montré que beaucoup de jeunes femmes qui font des défilés, etc., sont même pas payées tellement elles sont heureuses de participer à ce grand le faut pour le prestige. Monde oui, voilà, ça fait rêver, etc. Et donc, il y a l'idée que le symbolique, c'est rien. On en a déjà parlé ici, quand on dit qu'une loi, c'est symbolique, on dit c'est pas grand-chose. En fait, les gens se font payer avec du vent, mais en fait, le symbolique, non, c'est pas rien. Quand on brasse du texte, quand on brasse des livres, quand on brasse du rêve, on doit aussi être payé. Il faut voir que les écrivains, quand ils se déplacent dans un salon, parfois c'est loin, il y a le train, etc., c'est crevant, il faut parler devant 300 personnes, etc. C'est un travail. Et pendant des années, ils ont dit, quand même, on pourrait... Il y a beaucoup d'autres... C'est un travail. Et les écrivains aujourd'hui ont besoin d'être soutenus. Et croyez-moi qu'en fait, c'est très peu, parce que vous avez dit, là, c'était en brut que vous avez dit souvent, les écrivains en question, ils font un voyage immense, très long, etc. Ils arrivent, ils parlent devant 300 personnes. Et seulement pour les événements subventionnés par l'État. Et à la fin, ils ont 100, 150 euros, etc. Croyez-moi, leur mode de vie n'est pas du tout luxueux. C'est pas comme si c'était des chochottes ou des divas qui disaient je veux en plus être payé. Non, souvent, c'est très dur. Et ce sont des gens, et c'est beau et c'est très respectable, qui ont décidé de vivre de leur plume et de tout donner pour le texte et pour donner des textes à lire aux lectrices et aux lecteurs, leur donner des manières de se tenir dans la vie, de se construire. Eh bien, effectivement, je pense que ça mérite salaire. Ça mérite salaire comme tout travail. C'est un travail. Et vous n'êtes pas du tout d'accord, Jean-Marie Roire, vous nous l'avez dit. Absolument pas du tout d'accord. Et c'est vrai dans toutes les activités artistiques, que ce soit le monde de l'art, que ce soit le monde de la peinture, le monde de la littérature. Moi, je peux vous jurer que je n'ai jamais écrit pour gagner de l'argent. Je veux dire, je ne veux pas dire ça à mon éditeur, j'espère qu'il n'écoute pas, mais néanmoins, c'est vrai que c'est pas le but. C'est quand même autre chose. Faire passer, avoir cette chance, moi je trouve que c'est une chance, c'est un privilège et une chance. Il faut bien se nourrir, Jean-Marie Roire. Et alors, on peut. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont avoir d'autres activités. On peut avoir d'autres activités pour se nourrir. Pourquoi est-ce que les gens devraient attendre forcément uniquement de la littérature? Mais tous les écrivains ont travaillé. Claudel était ambassadeur, Paul Morand était ambassadeur. Ils ont travaillé. Est-ce que vous voulez dire que c'est une passion et que donc ça occupe le temps libre en dehors du travail? Chacun fait ce qu'il veut. Bon, moi j'ai toujours considéré que c'était une passion, qu'elle ne devait pas subir les aléas de la vie économique, et que j'ai eu un métier qui était à côté, qui est le métier de journaliste, qui est également une passion. Alors j'ai eu de la chance. Mais quel serait le problème si ça faisait partie des activités, des métiers rémunérés? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, je dis, en ce qui me concerne, oui. Non, et pour une prestation, pour une conférence, pour une chose comme ça, je veux dire, le fait de la condition, de mettre comme condition d'être payé, ça me semble navrant, parce que moi, je ne sais pas, dans un livre, et dans cela, je défends quelque chose. Est-ce que vraiment je peux parler de ce livre, en l'occurrence, dans ce livre-là, je défends les Russes blancs. Ben, je ne veux pas me mettre à monnayer cette défense. C'est quand même un idéal. On propose un idéal au lecteur. Derrière chaque livre, il y a une défense d'idées et d'une thèse qui est franchement du domaine de l'idéal et de la compromettre par en se faisant payer. Alors à ce moment-là, ça serait jamais assez bien payé. Et vous savez, Christine Angot, dans une émission chez Laurent Ruquier, là sur France 2, a dit quelque chose que personne n'a compris, parce qu'elle l'a dit un peu rapidement. Elle a dit être artiste, être écrivain, c'est un plan B. Vous savez, elle a dit c'est un plan B. Ça a été une expression. Donc les gens ont dit oh là là, mais pas du tout, c'est une vocation. Mais c'est pas du tout ça qu'elle voulait dire. C'est que bien souvent, les écrivains, c'est des gens qui ont un rapport à la vie très compliqué. On en connaît beaucoup qui disent, moi j'en connais beaucoup qui disent, je n'aurais jamais pu faire autre chose. Moi je peux écrire, j'ai un rapport au monde qui passe par l'écriture, je ne peux que faire ça, c'est ce que je veux faire, je ne peux rien faire
vers d'autres. C'est pas que c'est un plan B, c'est que c'est des gens souvent qui se sont sentis absolument incapables. Ça veut pas dire que c'est des losers ou des ratés, c'est des gens dont le corps et le désir vont vers le texte et la littérature. Et ce sont des gens qui disent « j'aurais été incapable de faire autre chose ». Et donc quand on est incapable de faire autre chose et qu'on fait si bien ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup de très bons écrivains, eh ben on a le droit de pouvoir prétendre en vivre ou en survivre. Mais pardon, pour le plan B, il y a beaucoup d'écrivains pour qui ça a été un plan B, Balzac. Il voulait d'abord être éditeur, et bon, ensuite... C'est ce que je dis. Stendhal, c'est ce qu'elle dit, vous êtes d'accord avec Christine Angot, comme toujours. Non, je suis pas souvent d'accord, mais là, je trouve qu'on lui a fait un mauvais procès. On a fait le procès de Christine Angot, alors que c'est un débat intéressant, parce que c'est vrai que Stendhal, on peut imaginer que si Napoléon n'avait pas échoué à Waterloo, on aurait pu imaginer que Stendhal aurait fait carrière, et il n'aurait peut-être pas écrit. Donc, vous voyez, on ne sait pas. Quelquefois, c'est une conversion, la littérature. Et j'en profite pour rappeler quand même le titre de votre dernier livre, même si vous n'allez pas aller au Salon du Livre. Vous êtes l'auteur de La Vérité. Je vais au Salon du Livre, mais je ne fais pas de conférence. Ah d'accord, et vous ne serez donc pas rémunéré. La Vérité sur la comtesse Berdaïev chez Gallimard. Merci infiniment à tous les deux pour ce match des idées littéraires. Et à bientôt. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Claude Blanche-Maison. Il est l'ancien ambassadeur de France en Russie. Il publie Vivre avec Poutine. On est à 10 jours de l'élection présidentielle. Elle sera forcément remportée par Vladimir Poutine. Et pour cause, il a neutralisé tous ses adversaires sérieux. Nelson Djetten. D'un ton froid et dans un discours martial, le président russe Vladimir Poutine a présenté la semaine dernière son nouvel arsenal nucléaire. Le système de missiles est capable d'attaquer des cibles par le pôle Nord et par le pôle Sud. C'est une arme absolument redoutable. En raison de ses caractéristiques, aucun système de défense antimissile ne peut l'intercepter. L'objectif pour le président russe, renforcer sa cote de popularité à 10 jours de l'élection présidentielle. La candidature de son principal opposant, Alexeï Navalny, invalidée par la commission électorale, l'élection paraît jouée d'avance pour Vladimir Poutine. À l'international, le principal allié de Bachar el-Assad continue de mener la guerre en Syrie. Sur le terrain, le conflit a repris. Le cessez-le-feu voté au Conseil de sécurité de l'ONU fin février n'a pas été respecté. Là, il y a une évolution récente importante, une résolution qui appelle à une trêve. La trêve, manifestement, n'est pas observée. Donc ça veut dire que nous vivons actuellement une époque où le droit international vole en éclats. Reçu ce matin au Sénat, l'un des hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés s'alarme de cette situation. Elle est catastrophique sur un plan humain parce que c'est des années maintenant de conflit, 7 ans de conflit. On est entré dans la 8e année. On a sur le plan humain des millions de familles qui sont affectées par ce conflit. À l'aube de son 4e mandat, le président Poutine veut s'affirmer plus que jamais comme celui qui protégera le peuple russe d'une conjoncture internationale de plus en plus instable. Et on va aller plus loin sur ce sujet. Dans l'entretien du jour, nous recevons Claude Blanche-Maison. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, ancien ambassadeur de France en Russie, entre autres. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Vivre avec Poutine. Vous avez bien connu vous-même Vladimir Poutine. Il y a beaucoup d'actualités autour de la Russie. Avant de parler des présidentielles qui viennent d'être traitées dans ce sujet, un mot de cette affaire d'espions empoisonnés qui semble créer un climat de guerre froide entre Moscou et Londres. J'imagine que vous n'en savez pas beaucoup plus que nous sur ce sujet, mais est-ce que c'est une méthode typique de la Russie et peut-être de Poutine pour éliminer ses adversaires? Est-ce que ça vous paraît plausible? Écoutez, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier à Londres non plus. Mais effectivement, les règlements de compte entre services secrets, entre espions qui sont passés de l'autre côté, qui ont fait défection, sont quand même une chose assez fréquente et dans beaucoup de pays du monde. Directement piloté par le Kremlin cette fois. C'est une question qui se pose. En l'occurrence, oui. Mais je pense que ça arrive aussi pour d'autres services spéciaux, pour d'autres services secrets dans d'autres pays. Bien sûr. L'élection présidentielle est donc dans 10 jours. Ce n'est un secret pour personne. Vladimir Poutine sera donc réélu pour 6 ans de plus, après 19 années au pouvoir. Vous parlez d'une longévité record d'ailleurs. Comment vous l'expliquez? Tout à fait. Alors, 18 ans au pouvoir, il va être réélu en effet dans 10 jours pour 6 ans. Donc 24 ans au pouvoir, ça veut dire un quart de siècle. Donc tout le monde, les Russes, les Français, les Américains, auront vécu pendant un quart de siècle avec Vladimir Poutine, d'où le titre du livre. Et effectivement, avec un Vladimir Poutine qui a évolué dans le temps. Pendant son premier mandat, il était pro-occidental. Pendant son premier mandat, il a mis de l'ordre dans la maison Russie, après que Yeltsin ait réussi
a brisé la machine communiste, qui n'était quand même pas rien. Et puis, finalement, il a pris un tournant un peu nationaliste avec l'intervention en Géorgie, l'intervention en Ukraine et l'intervention en Syrie, avec des mobiles qui, à chaque fois, étaient avancés, soit pour défendre l'intérêt de la Russie ou des minorités russes dans les pays concernés, ou pour lutter contre le terrorisme. Ici en France et en Europe de l'Ouest en général, on parle d'un homme implacable, sans pitié, un monstre de froideur, stalinien. Est-ce que vous confirmez cela, vous qui l'avez un peu côtoyé? Est-ce que c'est un homme à part qui a une personnalité particulière, ou est-ce qu'on le caricature? Écoutez, moi, on m'a toujours dit pendant mon séjour à Moscou, qui a duré près de 4 ans, Poutine est un homme énigmatique. Alors il est énigmatique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs personnalités, sans doute. Il a aussi été formé, comme il dit lui-même, en tant que spécialiste des relations humaines. Il est capable de séduire un interlocuteur. D'ailleurs, il a séduit, pendant son premier mandat, la plupart des dirigeants occidentaux, tous les dirigeants occidentaux, sans aucune exception. Par conséquent, il est capable de s'adapter à son interlocuteur et probablement de s'adapter à une situation, de devenir brutal, en effet, s'il le faut. Peut-être qu'au bout de 18 ans, on peut lui reprocher de ne pas s'être suffisamment préoccupé de la modernisation de l'économie russe, de la compétitivité de l'industrie russe. Il s'est beaucoup plus préoccupé du complexe militaro-industriel et de rallier la population russe derrière des slogans un petit peu, enfin tout à fait même nationalistes. Du coup, est-ce il commence à y avoir des failles dans ce pouvoir absolu? On dit qu'il commence à être un petit peu moins populaire auprès de son peuple qu'il ne l'était il y a quelques années. C'est vrai, selon vous? Alors, ce qui est important, c'est les jeunes, puisqu'effectivement, il y a maintenant une génération Poutine qui n'a connu que Poutine au pouvoir. Et pour cause. Et pour cause. Et qui sont sans doute un peu formatés par, en effet, le contrôle social qui s'exerce en Russie, mais qui en même temps ne sont pas isolés du monde, parce que par les moyens de communication sociaux, par les voyages aussi, ils sont en contact avec le monde. Et par conséquent, il y a une petite inconnue qui pèse sur la façon dont finira par réagir cette génération Poutine, qui en effet est assez fière que la Russie soit revenue au centre de la scène internationale, en tout cas soit un acteur incontournable, mais qui peut-être à un moment donné, en effet, lui reprocheront de ne pas avoir fait de la Russie une puissance économique et commerciale suffisamment puissante. On voit bien que les pays asiatiques sont en train de gagner les uns après les autres. Aujourd'hui, la Russie est le 12e pays, la 12e économie du monde. Dans ce livre, vous écrivez: tous les politologues considèrent que le Kremlin instrumentalise la vie politique russe et cite même parfois des partis ou des candidats rivaux de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le cas cette année, par exemple, de cette Ksenia Sobchak, ancienne vedette de la télé, qui représente la jeunesse dorée russe, qui se présente en opposante à Poutine, et il y a des articles disant en fait non, elle est pilotée par le Kremlin? Écoutez, je pense qu'elle n'est pas pilotée par le Kremlin, pour répondre à votre question. Je pense qu'elle entre en politique, donc elle change de métier. Et qu'elle est cette génération qui n'a connu que Poutine et qui demande Elle est très jeune et elle a un avenir. C'est-à-dire qu'elle vise peut-être la prochaine élection présidentielle. Peut-être qu'entre-temps, elle deviendra gouverneur ou responsable de quelque chose dans le système Poutine. Mais en effet, dans votre question, il y a un élément de vérité. C'est que probablement, elle n'aurait pas pu être candidate si le Kremlin s'y était opposé. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été suscitée par le Kremlin. Elle a eu envie d'entrer en politique et le Kremlin ne s'y est pas opposé. Elle attend son tour. La Russie de Vladimir Poutine, c'est aussi, et on en parle beaucoup en France, la guerre en Syrie. Certains spécialistes disent que le pays est devenu incontournable dans la région. Vous nous confirmez cela? Et est-ce que ça apporte une stature internationale à Vladimir Poutine qui lui sert politiquement auprès de son peuple? Oui, alors l'Union soviétique puis la Russie ont toujours été présentes dans la région, et notamment en Syrie. L'Union soviétique puis la Russie ont formé des officiers syriens, et c'est très ancien. Vous voulez dire qu'ils sont légitimes là-bas? Je ne dis pas qu'ils sont légitimes, je dis qu'ils existent. L'Union soviétique et la Russie ont utilisé la base navale de Tartous, qui est d'ailleurs leur seule base navale en Méditerranée, et la Russie, comme l'Union soviétique, a vendu beaucoup d'armements à la Syrie. Par conséquent, il y a un intérêt qui n'est pas nouveau. Et la Russie a marqué effectivement cet intérêt en intervenant militairement dans le conflit, en mettant en avant la lutte contre le terrorisme, qui est un motif que nous partageons avec les Russes, mais assez vite il est apparu que le motif consistant à sauver Bachar el-Assad et son régime était au moins aussi important, sinon plus, que celui de lutter contre Daesh. Et avec Emmanuel Macron, quels sont exactement les rapports? On sait que le président français se rend à Saint-Pétersbourg. Il a répondu oui à l'invitation de Vladimir Poutine.
Quel type de relation on peut imaginer entre les deux? Écoutez, il y a eu cette rencontre à Trianon au mois de mai dernier, qui, je crois, s'est bien passée, parce que je crois que Poutine est très admiratif de la performance politique du président Macron. Les spécialistes de sciences politiques en France pensaient que sans parti, c'était impossible de devenir président de la République. Et M. Macron a démontré l'inverse. Je crois que le président Poutine est très impressionné par la performance. Il est aussi sans doute impressionné par le fait que le président Macron parle cash, c'est-à-dire a un langage très direct et évoque les sujets de désaccord comme les sujets qui peuvent faire l'objet d'une coopération avec la France et avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne est un acteur très important dans nos relations avec la Russie. Et c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment d'avoir été notre invité, Claude Blanche-Maison. Je rappelle le titre de votre livre, Vivre avec Poutine. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Toujours plus d'informations sur publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Olivier Faure, candidat au poste de premier secrétaire du PS. Bonne soirée, restez au cœur du débat.